On y va? Éteignez-moi un peu la lumière. Ambiance. Il me faut un écho pour le début, la chanson elle veut ça. Nous vivons dans un tourbillon assez vite. Nous n'avons pas le temps de comprendre et d'aimer les gens que nous aimons bien. Ce qui est bien, c'est quand on a envie quand on rêve des choses qu'on ne peut pas obtenir. Effectivement, c'est vrai, on est marié avec le public. Mais cela dit, je ferai toujours ce métier, je suis artiste. Si on n'a pas de vie privée, ça ne sert à rien du tout de travailler, parce qu'on travaille quand même pour plein de choses dans la vie. Nous pensions avoir vu toutes les images de nos idoles, celles qui nous accompagnent depuis les années 60. Celles de Claude François, Jodassin, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, Dalida, ou encore Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Mais certaines d'entre elles restaient en sommeil. Des films, des pellicules familiales, des enregistrements sonores, des documents privés que nous allons ce soir réveiller. Grâce à ces pépites, nous allons vous raconter une histoire plus proche, plus intime, de celles et ceux qui ont fait vibrer la France en chansons. Voici Archives secrètes, dans l'intimité de nos idoles. En 1973, Johnny et Sylvie sont ensemble sur le plateau de Guy Lux et de Sophie Darel. Voici Johnny et Sylvie. Et leur titre raconte la force de leurs sentiments dans la vie. Quand mes yeux deviennent sombres et qu'ils te montrent les chemins, j'ai besoin d'avoir ton ventre sous mon corps et sous mes mains. Je veux te tuer d'amour et puis mourir à mon tour, autant de fois que tu voudras. Je veux te tuer de joie pour mieux t'enchaîner à moi. Je suis le pauvre et toi ma foi. Au milieu des années 60, l'histoire d'amour entre ces deux enfants du rock cristallise toutes les passions. Ils ont la beauté, la jeunesse et cette soif de conquête qui vont faire d'eux des idoles. Le couple imagine un mariage et ose même penser qu'il puisse se dérouler en toute intimité. Sylvie Vartan n'a rien oublié de ce moment volé dans un petit village de l'Oise. On avait tenu ça secret, même la mairie avait accepté de ne pas publier les bancs. Puis alors, c'était les prémices pour nous de nous rendre compte que tout ce qui est normalement organisé, il y a toujours des fuites et que ce merveilleux métier que nous faisons, on ne peut jamais tenir rien de secret. On savait déjà qu'il s'appelait David et qu'il était né le jour anniversaire des 22 ans de sa maman. La naissance de leur fils David attire une nouvelle fois les journalistes. Ce jour-là, devant la maternité, Johnny tente de résister à la demande d'un photographe. Pourquoi il a dérangé, elle dort? Elle dort. Bon, je m'en voudrais une toute petite vue. Non, pas maintenant. Pas maintenant, tout à l'heure. Mais ici encore, la pression est trop forte. Les photographes réussiront à obtenir ces images familiales tant attendues. Plus on était épiés, plus en fait on avait envie d'être tout seul et puis en même temps on subissait en fait. C'était comme ça tous les jours.
Les sollicitations sont permanentes. À l'issue d'un concert, on leur demande d'assurer l'enregistrement d'une bande-annonce pour une émission canadienne. Nous avons retrouvé les rushs de cet enregistrement. Ça tourne. Eh bien les copains, je vous invite à ne pas manquer mercredi soir à 6h l'émission de Michel, Les copains d'abord. Commencez aussi. J'ai dit n'importe quoi. Ça tourne. Attends, j'ai oublié. Qu'est-ce que c'est déjà? Mercredi soir, 6h, l'émission. Oui, mais quoi là? Attends, comment tu as dit? Je veux pas de... Ça tourne. N'oubliez pas, mercredi soir à 6h, l'émission de Michel, Les copains d'abord. Je compte sur vous. Ça tourne. N'oubliez surtout pas, mercredi soir, l'émission de... Michel. Les copains d'abord. Voici maintenant d'autres pépites, d'autres images rares de Johnny et Sylvie. En 1971, un cinéaste, François Reichenbach, va réussir à s'inviter dans la vie quotidienne du couple. Et notamment lors d'un voyage aux États-Unis, en marge de l'enregistrement d'un album du chanteur. Ceux qui sont un peu larges du bas, pas comme les boutiques, les Lévis, ils sont mieux, ils sont plus larges du bas. Mais c'est pas la bonne matière. Si, c'est la bonne matière, Ah bon? De quelle longueur tu m'as pris? La plus courte qu'il y avait. Ah bon? Bah c'est trop court. Ça se met pas là, ça se met là. Ah, pour qui les autres? Non, c'est un pour moi, Hein? ça c'est tout en double pour toi. Ça c'est pour toi. Oh, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? N'importe les clés. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Parce qu'ils ont confiance en lui, Johnny et Sylvie vont laisser le réalisateur filmer leur passion amoureuse. Quand je le vois maintenant, je me dis mais c'est fou. J'avoue que c'était sexy, mais bon, je n'aurais jamais fait une chose pareille comme ça. Je me demande comment deux êtres qui étaient aussi timides, je veux dire, je me demande si on se rendait compte, même si quelqu'un nous filmait. Loin de l'hystérie médiatique et de la folie des fans en France, leur bonheur se mêle désormais au rêve américain. Nous comprenions les mêmes choses, ressentions les mêmes choses, les mêmes émotions, les mêmes besoins. On comprenait qu'on devait être séparés, après on se retrouvait. C'était toujours fort, c'était jamais tiède, c'était jamais quelque chose de calme. C'était toujours la fureur, quoi, la fureur de vivre. Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes et des forêts, mais des îles dans la maison que Avec ce titre, Johnny a beau déclarer sa flamme à Sylvie, la vie du rocker comporte aussi son lot d'excès auquel il n'échappe pas. François Reichenbach réussit d'ailleurs à saisir la fureur de vivre de l'idole. Moi, je fume, je me bourre la gueule.
Je paye. Je fais tout. Et je suis en parfaite santé, tu vois, donc ça ne veut rien dire. Maintenant, ce qu'il me faut vraiment, une fille. Il me faut une fille. Amenez-moi une fille. Oh. Ah oui, il me disait toujours, à 30 ans, je serai mort. Je pense que c'est la cadence à laquelle on vivait et la difficulté de tout apprécier et de tout digérer, parce que c'était impossible. C'était magnifique en même temps, ça nous plaisait, mais c'était loin de nous calmer, en fait. C'est sûr que ça attisait le feu plutôt qu'autre chose. À la différence de Johnny, Sylvie choisit de faire des pauses dans une carrière tout aussi intense. Elle redevient une mère qui aime passer du temps avec son fils David. Il a alors 6 ans. Nous le voyons ici dans la propriété familiale, dans l'Oise. Tout en étant semblables, on était différents. Parce que lui, il avait besoin de tout le temps être sur les routes, de se rassurer, d'avoir beaucoup de monde autour de lui. Moi, j'avais besoin des moments de solitude, j'avais besoin de me retrouver, de me recentrer. Je ne pouvais pas abandonner parce que j'avais charge d'âme quand même. J'avais mon fils qui grandissait. C'est Sylvie qui assure souvent seule l'éducation de David. Elle fait tout pour le protéger des difficultés que traverse son couple. L'enfant est-il, en ce qui vous concerne, le bon équilibre du foyer, de votre foyer avec Johnny? Oh, incontestablement, oui. Enfin, je veux dire, un enfant solidifie une union. Parlons franchement, s'il n'y avait pas eu David, est-ce que vous seriez encore Madame Hallyday? Peut-être pas. La presse spécule à présent sur les séparations et les réconciliations du couple. En mai 1973, tout le monde pense que Johnny et Sylvie sont proches du divorce. Voici des images totalement inédites du couple qui prouvent le contraire. Elles sont filmées à l'époque par Gabriel Leclerc. Alors Johnny, on apprend qu'il arrive par le train à la gare de Blois et j'ai une petite caméra. Ça, c'est un passe-temps que j'aime beaucoup. Je me suis dit, il y a un coup à faire, je vais essayer de filmer le plus possible tout au long de la journée. Alors, on n'avait plus qu'à attendre. Plus qu'à attendre, plus qu'à attendre. Et alors, voyons voir, si je regardais dans la caméra, si on voit quelque chose de mieux. N'empêche que je vois bien là-dedans. Est-ce que par hasard, elle marchera encore? Ouais, mais c'est super. Là, je filme, et il y avait Sylvie Vartan qui était avec lui, et c'était donc deux grosses vedettes comme ça, côte à côte, qui descendent d'un train. Si Gabriel Leclerc a eu accès au couple, c'est parce qu'il doit faire visiter à Johnny l'usine de chaussures dans laquelle il travaille. La star est là pour choisir les modèles qui porteront son nom. En 1973, je suis non seulement responsable du bureau d'études, et je fais de la création de modèles. On a regardé les chaussures, c'est lui qui choisit les modèles qu'il veut. Ou alors on lui disait « tu devrais prendre celui-là », et il avait le droit de dire « non, non, ça me plaît pas du tout ». On savait qu'il aimerait pas les chaussures villes ordinaires, il fallait qu'il y ait un petit truc qui le chatouille un peu pour qu'il apprécie. Ces chaussures, siglées Johnny Hallyday, le créateur les a conservées comme de précieuses reliques. Vous allez voir,
Vous allez voir ce que vous allez voir. Pour nous les montrer, il nous emmène dans son grenier. Allons-y. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver de nouveau? C'est moitié coincé. Voilà. Il y avait ça. Ha ha ha. Avec les ouvriers de l'usine, Johnny et Sylvie se prêtent au jeu des autographes, toujours sous l'œil du caméraman amateur. Tout le monde voulait un autographe. Sylvie signait aussi, elle signait même sur les photos de Johnny, mais ça, c'est pas grave, c'est l'ambiance. Après, on a été déjeuner dans un établissement assez cossu de la ville d'Amboise. Un repas simple, hein. C'était un repas de travail, hein. C'était pas un repas gastronomique pour se faire plaisir. Ils étaient côte à côte et ils étaient assez proches. Ils étaient souvent en train de discuter en aparté tous les deux, alors que des bruits couraient, une petite brouille peut-être. Mais moi, je m'en suis pas du tout rendu compte et j'ai plutôt trouvé qu'ils s'entendaient très bien, très très bien. Les images le montrent. Loin de Paris et des rumeurs de séparation, Johnny et Sylvie sont toujours complices. Le temps d'une parenthèse, avant de repartir. Là, le train est arrivé et bon, il a fait des grands gestes en montant dans le train. Et puis, ça a été fini, quoi. Les hauts et les bas de cette histoire d'amour vont inspirer à Jean Renard, le directeur artistique du couple, une chanson. Plus exactement, un duo, très à la mode à l'époque, et ça commence par une musique. Sylvie, tout feu, tout flamme, comme d'habitude, hein, très énergique. Elle se met assise devant la console, elle dit « Allez !» Et je lui fais entendre, et elle me dit « Mais c'est un tango !» J'ai dit « Mais écoute, comment t'as deviné ?» Elle dit « Ouais, mais bon, j'aime pas trop, c'est ringard. » Les réticences de Sylvie n'empêchent pas le directeur artistique de commander un texte à son fidèle parolier, Michel Mallory. Michel vient vers moi, il me dit « Écoute, j'ai une idée, tu sais que tous les deux, hein, c'est un peu branlant un petit peu, hein. Qu'est-ce que tu penses de « J'ai un problème, je crois bien que je t'aime ». Oh, j'ai dit « Mais ça, c'est bien ». Quand Johnny a commencé à la chanter, j'ai eu un fou rire et je trouvais que c'était pas une chanson pour lui, au fond. Et je n'arrivais pas à m'arrêter de rire. Et donc, j'ai quitté le studio. Je dis non, c'est impossible. Johnny ne peut pas chanter ça. Donc, ça a créé un problème, c'est le cas de le dire. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons le jour où on les dit. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. Et puis c'est moi qui ai eu tort. Hein. J'en ai bien peur aussi. J'ai une tendresse pour cette chanson parce que les gens l'ont tellement aimée que voilà, ça me rappelle ces fous rires que j'ai eus au fond, pas tellement le mauvais côté. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi qui me rapproches un peu. Si ça n'est pas... Ce titre sera finalement présent sur le dernier album de Sylvie. Il est un immense succès. Mais cette fois, les difficultés ne sont plus une rumeur. Les deux idoles s'éloignent vraiment. Johnny tombe dans les bras d'une choriste et Sylvie décide de le quitter. Elle s'installe à Los Angeles avec leur fils. La presse titre « Johnny et Sylvie, c'est fini ».
Sylvie partie, Johnny reste au cœur du tourbillon et cherche à se réinventer. C'est le cas avec ce grand show au pavillon de Pantin, où le rocker change de peau, de look et de style. Johnny devient l'ange aux yeux de laser dans ce spectacle avant-gardiste. C'est son metteur en scène, Jean Renard, qui nous dévoile ces images filmées avec sa petite caméra. J'ai commencé à filmer les coulisses, Lulu, l'habilleuse, qui partait dans tous les sens. Et puis, une dame qui fait faire les vocalises à Johnny, lui, il s'en foutait totalement, il faisait... Et il avait raison, parce que c'était pas la peine. Il avait les cordes vocales placées où il fallait et en avant, et c'était ça qui marchait. Là, il est en train de s'habiller, il met les habits de lumière. Un toréador, pareil. Voilà. Elle est super. Il faut que j'essaye bien. Hein? Ah ouais, elle a certainement un bon son. Il faut avoir des grandes pattes comme toi pour aller chercher. Ça, c'est Michel Mallory, le fidèle parolier. Il savait que je filmais, alors il a toujours le sens du spectacle, hein, même là. Hein. Oh ben, elles sont pas si mal, ces images. Il y a des éclairs de partout, c'est l'orage, des hommes qui tombent. C'est une des premières fois qu'on emploie des effets violents, quoi. Là, on essayait tout pour la première fois. Ce fut un exploit de lui faire sortir des yeux un laser qui éclairait à près de 100 mètres dans la salle. Regardez-moi, reconnaissez-moi, où je suis l'ange, je te laisse. Lucifer, Gabriel, non c'est pas, je suis l'ange, je te laisse. Et comme les dieux, j'ai votre destin dans le creux de mes mains. Dans la terreur, je fais mon chemin. J'ai le mercenaire de Dieu. À l'entracte, Johnny rejoint ses amis venus fêter avec lui cette dernière qui vient clore plus d'1 mois de spectacle. Ah, voilà Carlos. Il peut pas s'empêcher de faire des trucs et des machins. Et voilà, tous les invités. Ah, voilà Coluche. Oh, mais ça alors. Ça vaut le coup parce qu'on a l'impression qu'il fait pas de la merde. C'est assez exceptionnel, hein, ça. Il est venu beaucoup de gens du tout Paris qui suivaient toujours Johnny chaque fois qu'il faisait quelque chose. Voilà Eddie, avec la cigarette éternelle. Là, il va me faire signe parce qu'il a conscience que ça fait un peu trop mon projecteur. Parce que là, j'ai allumé le projecteur et il est en train de me dire arrête, arrête, arrête. On va me voir monter, il faut pas. Mais vous, même en coulisses, il a conscience de tout ce qu'il faut faire, absolument. Alors sur scène, je vous raconte pas. Hein. Pour l'occasion, Sylvie est revenue de Los Angeles avec une surprise qu'elle a spécialement imaginée pour Johnny. Elle découvre aujourd'hui ces images de l'époque. Génial. C'est mon frère qui avait fait répéter David. C'était la surprise, oui. Johnny s'aperçoit très vite que l'afterbeat n'est pas le même, quoi. Elle n'a pas la même puissance, quoi. Parce que la main de David, elle est un peu fragile. Et il a que, je sais pas, 12 ans ou quelque chose comme ça. Il se retourne et il voit que c'est David qui est à la batterie.
Qu'est-ce qu'il était ému. Qu'est-ce qu'il était ému, Johnny, là. Là, on l'a touché. David était toujours protégé là, quand il était petit, et puis ensuite, la vie était comme elle était, et puis bien sûr, il aimait retrouver son père, il était impressionné par son père, et vice-versa, je pense. Johnny et Sylvie finissent par divorcer en 1980. Mais toutes ces années de passion, et leur fils David, fixeront un lien éternel entre eux, entre les deux idoles, qui sauront toujours se retrouver. Comme ce jour-là au Parc des Princes, en 1993, pour les 50 ans du chanteur. La vie a fait que, nos vies se sont écartées, mais en même temps jamais complètement séparées. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand elle partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. On était comme frères et sœurs, et ce qui a permis par la suite que nous restions toujours tellement attachés l'un à l'autre, avec une complicité, avec quand même un amour, une amitié indéfectible, même après tout ce qui s'est passé. Oh, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Je serai loin des souvenirs pour te faire oublier tes tendres années. Merci. Happy birthday, Johnny. Sylvie. Tout au long de leur histoire, Johnny et Sylvie n'ont pu échapper à la présence permanente des caméras. D'autres ont réussi à s'en protéger davantage, comme Joe Dassin, qui a longtemps refusé tout accès à sa vie privée. En 1975, le chanteur est au sommet de sa popularité. Quand l'été arrive, les Françaises et les Français se rapprochent langoureusement au son d'un titre. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Bien loin du showman habillé en blanc, vous allez maintenant accéder à un Joe Dassin beaucoup plus intime. Nous avons retrouvé les toutes premières images du chanteur. Elles sont filmées par l'un de ses amis au début des années 60. Joe est alors étudiant en anthropologie dans le Michigan aux États-Unis, ce pays où il est né, pays de sa famille, qu'il aime passionnément.
On était en train de prendre un café sur la terrasse. Alors, c'était peut-être après un repas. Et là, il a décidé de m'apprendre à jouer du banjo. Bon, il gratte son banjo, puis après il me le passe, avec des résultats peu satisfaisants d'ailleurs. C'était des moments de bonheur, de juste être là, d'exister, de respirer. On était très bien. C'était un compagnon agréable. C'était intéressant de l'écouter. Il savait qu'il réussirait. Il ne savait pas encore dans quoi, mais il était persuadé qu'il arriverait à quelque chose de très bien. Le rêve de Jodassin, c'est de devenir un écrivain célèbre. Mais c'est dans la musique qu'il va se faire un nom après avoir rejoint sa famille expatriée en France. Très vite, il enchaîne les titres qui vont devenir des tubes. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Avec le succès, Jo découvre la rançon de la gloire, et ce versant de la notoriété ne lui plaît pas vraiment. Les autographes, il ne comprenait pas. Ça, il ne comprenait pas. Il les signait, hein. Mais enfin, bon, moi, il me disait après, bon, enfin, qu'est-ce que ma signature peut avoir comme importance? Qu'est-ce que ça signifie? Enfin, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est pour vous la célébrité? C'est une indication d'une certaine réussite dans mon métier. C'est un problème parce que je ne sais pas très bien comment faire face à une chose qui ne me semble pas tout à fait naturelle. C'est une chose que j'essaie d'ignorer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore appris comment faire. Il faisait une différence extrêmement intelligente entre l'homme public et l'homme privé. Il disait toujours, pour moi, l'idéal serait, bon, je fais mon tour de chant, je rentre dans ma loge, je replie mon costume blanc, je mets ma guitare dans sa boîte, et puis moi-même, on me range dans une boîte avec mon costume, et je redeviens monsieur machin, monsieur un tel, et on me ressort de m'asseoir au théâtre pour que je refasse mon numéro. Le chanteur ne laissait jamais les caméras de télévision entrer dans sa vie privée. Mais ce soir, voici des images de son quotidien aux côtés de sa première épouse Maryse Grimaldi, cette femme de l'ombre qui a accepté de nous confier des films très personnels. En 72, Joe achète une caméra. Ça a été un petit jouet qu'il a eu, il était très content. Du coup, on s'est mis à filmer tout et n'importe quoi, c'est-à-dire des petites réunions, des Noëls, des vacances. On l'a beaucoup utilisé, on l'a transporté partout, etc. Les fêtes, on les faisait toujours en famille, donc avec ses petites sœurs et sa maman. Joe, on lui avait offert un rasoir électrique, ce qui fait que ça lui a permis de faire un gag avec sa sœur. Il adorait faire des blagues, il aimait bien le côté surprise et le côté inattendu. On était vraiment entre nous. Donc il donnait libre cours à toutes ses fantaisies, parce que personne n'allait ni le juger, ni... voilà. Ça fait partie de la vie intime, ça.
Pour fuir la pression du métier, c'est ici aux Bahamas que Jodassin s'échappe dès qu'il le peut. Et il n'est pas seul, il est avec sa femme Maryse, mais également avec quelques amis. On était bien aux Bahamas parce que personne ne le connaissait. Donc on était vraiment en grande liberté là-bas. Et c'est toujours très agréable de pouvoir mener une vie anonyme. On n'était qu'avec des amis et effectivement on pouvait même avoir des gestes plus intimes et plus tendres parce qu'il n'y avait personne autour et que voilà, donc on était libre aussi. Ce qui est très agréable de temps en temps quand même. On n'a rien caché, on a simplement gardé une vie privée. C'est tout, c'était une décision qu'on avait prise ensemble. Les gens du public n'ont pas à me connaître, c'est tout. Moi j'étais en coulisses, j'étais au volant, je conduisais. Si par hasard quelqu'un me demandait qui j'étais, j'étais donc sa secrétaire ou son habilleuse ou peu importe d'ailleurs. Voilà, c'est tout. À partir de là, tout se passe très très bien. Ce qu'il aimait le plus, c'est d'aller à la pêche au gros. Il était passionné par les poissons qu'on avait attrapés et en fait, c'était ça qui l'amusait le plus. Mais c'est une île de Polynésie, au large de Bora Bora, qui va devenir son nouveau havre de paix. Taha. Il avait été engagé pour chanter là-bas, mais quand il est revenu, il m'a dit « J'ai découvert un endroit formidable, mais c'est fini, hein. Plus jamais j'irai pour chanter ». Il a été complètement séduit. Et pour être sûr de revenir, on a dit il faut qu'on achète quelques cocotiers ici parce que sinon on ne reviendra jamais. Et on avait quelques hectares de cocotiers à Taha. Dans la bande de copains qui le suit dans ses voyages au bout du monde, il y a le chanteur Carlos, pour qui Jodassin a co-signé des titres à succès. Comme celui-ci, un des grands moments des shows des Carpentiers à la télévision, l'occasion pour les deux complices d'afficher leur amitié. Où es-tu, où es-tu? Je suis là, je suis là. Que fais-tu, que fais-tu? Bougalou, bougalou. M'entends-tu, m'entends-tu? Oui mon gars, oui mon gars. Loup, garou, fou, galou, ça me rend fou. Le bougalou, du loup-garou, il me rend fou. Ça me rend fou, le bougalou du loup-garou complètement fou. Ah, Jodassin, Carlos et leurs épouses sont tellement attachés à cette île lointaine qu'ils vont signer tous les quatre un pacte en 1974 sur un coin de table. L'idée, c'est qu'ils promettent de finir leur jour ensemble sous les cocotiers. Nous, sous-signés Maryse, Mimi, Jo, Carlos, jurons sur l'honneur de partir vivre à Taha, île sous le vent, le 3 juin 1984, fait à Paris, le 3 juin 1974. Mais comment Jodassin fait-il pour échapper avec autant de dextérité aux obligations imposées par la célébrité? La réponse pour lui est évidente. J'essaie d'éviter une certaine partie de la publicité que l'on considère indispensable et qui finalement ne l'est pas. De temps en temps, on me demande comment vous arrivez à faire. C'est très facile, je ne le fais pas. Les amis journalistes sont très compréhensifs quand on n'a pas envie d'étaler sa vie privée dans les journaux. C'est uniquement une question de goût, je crois. Jodassin a donc décidé de ne rien donner de sa vie privée au public. En revanche, dès que les projecteurs s'allument, il donne tout. Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elles m'attendent depuis que je suis né. L'Amérique
j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je rêverai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je rêverai. Merci et bravo Joe pour cette chanson. Sit down, my friend. Je suis ravi de cette chanson, Joe, et de l'occasion que j'ai de vous dire d'abord qu'elle est formidable. Je crois que ça va faire un tube. Il faut toucher du bois parce que ça va faire un tube. Et ensuite, je trouve que c'est une chanson qui entretient un mythe, Amérique, ce mot magique. Ah bah, je suis ravi que vous l'ayez compris comme ça, parce qu'en fin de compte, j'ai fait cette chanson en m'inspirant justement du mythe qui avait inspiré mon grand-père de quitter l'Europe. Et on m'avait écrit plein de lettres après en disant « Tiens, c'est drôle, t'as vraiment envie de rentrer chez toi ?» Parce que je suis né là, aux États-Unis, bien que je ne sois pas du tout américain en réalité. Et c'était pas du tout ça, c'était justement parce que, bon, le Pérou savait pas le nombre de pieds juste pour entrer sur cette chanson, et que l'Amérique, sans être des gratte-ciel, des cow-boys, le Grand Canyon, c'est également, je ne sais pas, une vision de l'Eldorado, de la fin du siècle. C'est ça, il faut avoir l'âme de Christophe Colomb, il faut avoir envie de partir sur une caravelle et de partir à la découverte des Amériques. L'Amérique est le symbole, l'Amérique est le mythe. Entre autres, mais l'Amérique, ça sonne très bien. Contrairement à l'image de dilettante qu'il renvoyait parfois, Joe Dassin était en fait un perfectionniste. Son fidèle parolier, Claude Lemel, a accepté de nous ouvrir les portes de ses archives personnelles. Nous allons vous emmener au cœur de ses carnets secrets, dans lesquels se trouvent quelques-uns des plus grands tubes du chanteur. Voilà, c'est ça. Si tu t'appelles Mélancolie. Alors là, c'est un de mes brouillons, ici, à gauche. Et puis là, c'est Joe qui recopie un certain nombre de phrases. Il recopie ce qui lui convient, quoi. Le reste, je sais qu'il faut que je le change. Joe avait été étudiant universitaire à un très haut niveau, puisqu'il avait un master en anthropologie. Donc, il avait un côté un peu professeur. Voilà. Alors, de temps en temps, il me montrait ce qui allait pas. Comme un bon prof, voilà. Celui qui se rêvait écrivain s'implique particulièrement dans le choix des paroles. Et le rituel d'écriture est immuable. Quand on fait un album, on rentrait un peu comme au monastère, quoi. On travaillait tous les jours. Bon, il était derrière son bureau, moi devant. J'avais mon cahier. Chaque fois que je trouvais 4 ou 5 phrases nouvelles, je lui disais voilà, qu'est-ce que t'en penses? Alors bon, là, on voit sur ce cahier, je trouve les matins se suivent et se ressemblent. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Mais la 4e phrase, c'était « Et c'est l'aube du dernier matin ». Bon, je n'ai pas gardé parce que c'était un peu trop radical et un peu facile. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on sent... Il était très très vigilant sur le plan des textes. Il avait cette fameuse phrase qui était « chercher ». Dans le nirvana des chansons, la phrase existe. Voilà. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On sait aimer comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Cette rupture racontée dans la chanson, Joe Dassin va la vivre lui-même
5 ans après la sortie du disque. Et c'est la mort d'un enfant prématuré qui va précipiter cette séparation. C'était, comment dirais-je, une grande déception pour lui. Évidemment, parce qu'il s'était projeté avec plein de choses, plein de projets. C'est effectivement que c'est très difficile. Je pense qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde. Il a eu envie d'autre chose. Donc, j'avais aucune raison de l'empêcher sous prétexte que je l'aimais, au contraire. C'était pour moi une preuve d'amour, de lui dire, bon, tu as choisi autre chose, mais tu as le droit. La vie de Jodassin va basculer à nouveau. Avec cette femme. Elle s'appelle Christine. Un nouvel amour qui va tout changer dans son rapport aux médias. Lors de son mariage avec elle en 1978, il accepte la présence des photographes et d'une caméra de télévision. Ma mère était follement amoureuse de mon père. Elle l'admirait beaucoup. C'était une grande passion. Ma mère m'a toujours raconté qu'elle avait appris qu'elle était enceinte le jour de son mariage. À mon avis, ça devait être un jour très intense en émotion. Bon, Christine, elle pouvait être sur les photos. Je pense pas que profondément il avait changé, mais bah voilà, elle lui demandait des choses, il était amoureux, bah il les fait, c'est tout. Les temps ont définitivement changé pour Jodassin. Forçant sa nature, il se retrouve maintenant à afficher sa vie privée. Le lendemain du mariage, il apparaît même à la télévision, aux côtés de sa nouvelle femme. Jodassin va chanter dans un instant. Jodassin a vécu hier un moment important dans sa vie, puisqu'il s'est... Un moment troublant. Christine est devenue Madame Dassin. Vous voulez nous présenter votre épouse? Je crois qu'elle est normande. Hein? Ah bah oui, elle est de pas loin de chez toi. Elle est de... Oui, du pot de chambre de la Normandie, comme on dit. Vous aviez déjà beaucoup écouté Jodassin. Vous connaissiez beaucoup de choses de son répertoire? Pas tellement, mais Elle dit ça pour frimer, j'ai trouvé tous les disques dans les bagages. Est-ce que vous chantez un peu? Ah non, absolument pas, j'en ai pas du tout l'intention. Même pas les succès de Joe? Je les fredonne. Vous donnez votre avis, vous assistez aux séances, vous le suivez en gala? Ah oui, absolument. C'est important. C'est très important. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est la présence de la petite caméra de Joe. Voici les images de ces nouveaux instants de bonheur qui ont été précieusement conservés par les enfants du chanteur. Pouvoir recroire à la famille à ce moment-là a été une grande joie pour lui. Il me semble qu'effectivement, le fait que ma mère soit enceinte, qu'elle me mette au monde, et que la vie continue finalement, à mon avis, a été une grande source de joie pour mon père. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Allez, joue. Ouais, qu'on voit le vin à la caméra. Malgré les apparences, c'est une période plus sombre qui s'ouvre. Le rythme des tournées, les fêtes avec les copains et les paradis artificiels finissent par atteindre le chanteur à l'approche de la quarantaine. Il malmène son organisme. Ses traits se tirent, ça fait mal de voir ça parce qu'on voit vraiment l'épuisement. On sent que c'est un homme qui physiquement a morflé. Pour tenter de se reposer,
Il choisit une nouvelle fois de fuir dans son île du bout du monde. Claude Lemel, son ami parolier, fait partie du voyage. Je l'ai filmé, oui, lors des dernières vacances en 79. J'avais apporté une caméra et bon, j'ai filmé chantant pour son fils Jonathan. Un an après ces images, Jodassin retourne en Polynésie. Et il est toujours épuisé. Il succombe à l'âge de 41 ans, à une crise cardiaque. Son fils Jonathan n'a alors qu'1 an et demi. Son deuxième fils, Julien, 5 mois. Parmi toutes les chansons de leur père, l'une d'elles compte plus que les autres. Elle s'appelle « À mon fils ». Enregistrée 2 ans avant sa mort, elle n'évoque pas directement ses enfants, mais paraît aujourd'hui incroyablement prémonitoire. Jonathan et Julien ont accepté de se replonger dans ses archives secrètes avec nous. Maintenant que tu es là, si fragile. Ça, c'est chez nos grands-parents maternels qui avaient un magasin de photos. Tu t'en rappelles aussi? Ouais. Tu sais, je ne suis pas tranquille. J'ai très peur que tu tombes de mes bras. Tu me ressembles un peu. Tu seras trop nerveux, pas toujours très sérieux. Mais je pense qu'on sera heureux tous les deux. Tu sais, je ne vais pas te voir grandir. Et c'est pas moi qui vais t'apprendre à lire ou à taper dans un ballon. Pour nous, ça a toujours été très déroutant d'écouter cette chanson quand on était petit. Prenez-le doucement. Moi, j'en ai toujours les larmes aux yeux. Hein. Toujours. Et pourtant, on la connaît. Ah, c'est toujours... Ouais, non, mais c'est vrai, c'est bluffant. Quoi qu'il arrive, mon frère et moi, à mon avis, on l'aime, on l'a construit notre image paternelle avec lui, même s'il n'était pas là. Et c'est ça ce qui est important. J'espère juste qu'il est fier de nous. Stars et couple à la fois, eux aussi ont dû lutter pour éviter les incursions médiatiques dans leur histoire sentimentale. Comment? Ne force pas. Je pense que ça va. Simon? Françoise Hardy et Jacques Dutronc n'apparaissent généralement que séparément sur les plateaux de télévision. Alors quand ils reprennent un des premiers succès de Françoise, l'image est précieuse. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. Ce soir, dans Archives secrètes, vous allez découvrir les 2 idoles dans leur quotidien, comme vous ne les avez peut-être jamais vues. Grâce aux images enfin dévoilées d'un homme, Jacques Wolson, leur éditeur et directeur artistique commun, qui les a filmés avec sa caméra personnelle pendant des années. Mais avant cela, reprenons le fil de l'histoire. Tout commence au début des années 60, Françoise ne connaît pas encore Jacques, et elle se sent manifestement bien seule, comme elle le chante dans cette ballade qui va enflammer les foules. Voyons. Voulez-vous dire vous-même votre nom? Françoise Hardy. Je comprenais pas bien ce que ça voulait dire yéyé, yaya, on.
toutes ces choses à la mode. Et depuis que j'ai rencontré Françoise Hardy, j'ai découvert énormément de poésie à tous ces mots que j'ignorais. Ça veut dire quelque chose pour la jeunesse et pour les jeunes auteurs. Vous allez chanter la chanson, mademoiselle, que l'on entend tout le temps, voulez-vous? Oui. Comment s'appelle la chanson là? Tous les garçons et les filles. Dites bien fort. Tous les garçons et les filles. Allez. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. À 18 ans, avec cette chanson qui raconte les tourments amoureux, Françoise devient une vedette de la chanson. À l'époque, elle vit avec le photographe de Salut les copains, Jean-Marie Perrier. Pour nous, il se souvient de ses débuts aux côtés de Jacques Wolfson. Quand Françoise va voir Wolfson, elle veut faire du rock. La bande démo qu'elle fait pour Wolfson, elle est le pied sur une chaise et elle y va. Et c'est lui qui la regarde en lui disant, bon, on va peut-être faire autre chose. C'est Wolfson qui l'influence, sans ça, elle voulait faire du rock. Françoise est guidée par son Pygmalion et elle enchaîne les chansons romantiques qui cartonnent aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. À elle désormais les tournées sans fin. Son directeur artistique ne la quitte pas des yeux derrière l'objectif de sa caméra. La voici à Copenhague, où elle doit rencontrer la presse. Jacques Wolfson a pour Françoise l'ambition qui lui manque. Il l'oblige à surmonter sa timidité et à se prêter au jeu de la promotion. Il y a la télévision, il y a les photos, il y a les journalistes, il y a les interviews, tout ça, ça la dérange. Elle comprend pas bien au départ pourquoi tous ces gens sont là à l'acclamer, parce que en plus c'est dans le monde entier. Elle fait des tournées au Brésil, en Afrique. Un autre personnage va désormais apparaître sur les films du directeur artistique. Pour l'instant, il n'est que son assistant, mais il sait qu'il a d'autres talents. C'est lui qui a composé la musique du Temps de l'amour pour Françoise Hardy. À 19 ans, Jacques Dutronc veut percer dans la musique, comme en témoigne cette lettre que nous avons retrouvée, envoyée d'Allemagne, où il effectue son service militaire. Cher Monsieur Wolfson, me voici militaire depuis 16 jours qui ne m'ont pas encore fait apprécier la vie de caserne. Je me débrouille dès demain pour acheter une guitare, et ainsi pourrais-je peut-être composer des airs qui vous satisferont. Je vous adresse mon bon souvenir, Dutronc. La première rencontre entre Françoise et Jacques a lieu en 1963 dans les bureaux de la maison de disques Vogue. Et ce n'est pas vraiment le coup de foudre. Jacques Dutronc n'a pas encore vraiment le charme qui fera son succès. J'ai un souvenir de lui, mais il revenait du service militaire, il était plein de boutons, il avait la tête rasée, il avait des espèces de grosses lunettes, il était hideux vraiment. Et puis, il était maigre comme un clou, plus maigre que moi. Cette rencontre ne laisse pas un grand souvenir non plus à Jacques Dutronc.
Libéré de ses obligations militaires, il continue d'assister Jacques Wolfson et met en musique des textes avec son copain d'enfance, Hadi Kalafat. Dans les textes, il y a « Et moi ». Et Wolfson nous dit Hadi, tu vas chanter, c'est Jacques qui fait les musiques. Parce que Jacques ne voulait pas chanter au départ. Hein. Et on enregistre, on travaille, on fait des prises, des reprises, machin, etc. Et de temps en temps, Wolfson passe la tête à travers l'entrebâillement de la porte en disant « Où est-ce que vous en êtes ?» Il commence à gueuler. Il faut enregistrer, ça suffit là maintenant. Wolfson dit à Jacques « Bon, tu vas faire une version toi, parce que tu as fait la musique, tu devrais y arriver aussi. » Et c'est cette version qui est finalement retenue par la maison de disques. 700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon pointe au foie, j'y pense puis j'oublie, c'est la vie, 80 millions d'Indonésiens, et moi, avec ma voiture et mon chien, son canigou, quand il aboie, j'y pense puis j'oublie, c'est la vie. Propulsé sur le devant de la scène, Jacques Dutronc se transforme. Un playboy est né, mais surtout une nouvelle personnalité dont le premier album cartonne en 1966. Petit, tout est mini dans notre vie. Mini moche et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur chez Terre, mini, ça manque d'air. Jacques Wolfson, vous êtes l'éditeur de Jacques Dutronc. Oui. Qui est Jacques Dutronc? C'est mon ancien assistant. Maintenant, il chante. Maintenant, il chante et enfin, il compose de la musique. Jacques Dutronc, est-ce que vous êtes content de votre éditeur? Ah ouais. Il est comment? Très gentil. Ça se voit d'ailleurs, non? Vous n'avez pas vu? Si, absolument. Si, je lui dois tout, ma fortune, ça, la gloire. La sienne? Oui, maintenant je fais partie du tout Paris grâce à lui. Je suis vraiment content. 5000 francs. Bonne soirée, monsieur. Pour faire parler au maximum de ces deux talents et attiser la curiosité de la presse, le producteur a une idée. Laisser croire que Dutronc et Hardy vivent une romance. Un programme, s'il vous plaît, le programme. Pourquoi pas, répondent les deux protagonistes, et les médias mordent à l'hameçon. J'ai couru par-ci par-là. Oui, moi aussi j'étais là. Pourquoi toujours derrière moi? Parce que je pense toujours à toi. Bon, ça va, arrête, André. Pour le remettre, vas-y, André. Envoie le playback. Françoise est d'une beauté hallucinante. Il est subjugué par elle. J'ai couru par-ci par-là. Non, arrête, ça va pas. Parce qu'elle joue bien, quand même. Elle le fait exprès, là. Il est complètement subjugué, c'est-à-dire il admire. Oui, moi aussi j'étais là. Pourquoi toujours derrière moi? Parce que je pense toujours à toi. Hardy, Trondy, Dutry, Ardon, Hardy. On s'est trompé 2 fois. Là, j'ai chanté trop tôt. Comment ça se fait que moi j'ai pas du tout de retour? J'entends la voix de Jacques et... Et moi, je n'entends pas ce qu'elle chante. À force de se côtoyer, le regard de l'un sur l'autre finit par évoluer. Jacques Wolfson filme les coulisses d'une émission de télé où Hardy et Dutronc font donc semblant de s'aimer, alors qu'en réalité, ils commencent réellement à s'aimer. Mais il faudra encore attendre plusieurs mois avant que ces deux timides expriment leurs sentiments. Sur ces images, datées de septembre 1967, Wolfson a immortalisé ce moment où tout s'est joué. En cette fin d'été, Françoise invite Jacques et ses amis dans sa maison de Corse.
Claude Plutterflamme, un copain musicien, fait partie de la bande. Jacques a eu 2 galas à faire en Corse. Françoise étant sur place, elle a dit « Ah, bah c'est sympa, venez tous, etc. » Bon, c'était un moyen de voir un peu Jacques. Ce sont des vacances, quoi. On est vraiment bien, il fait beau, la maison est magnifique, Françoise est charmante, belle, et elle nous reçoit comme une reine, elle est adorable, on est très très bien accueillis, et on est bien, on est très très bien. Et en plus, il y a cette histoire d'amour qui n'est toujours pas officielle, qui traîne comme ça dans l'air, donc c'est intéressant. Et on s'éclatait, on écoutait, on parlait de musique, on parlait de chansons, on parlait de tout, c'était vraiment hyper sympathique. Il y a un moment, il y a toujours un moment dans la vie où il faut y aller, quoi. C'est comme ça, c'est parce que si on n'y va pas, après, ce ne sera plus jamais possible. Et ça, Jacques s'en rendait compte, il en avait très envie, il avait peur de faire le premier pas, et Françoise en avait très envie aussi. Donc Jacques et moi, un peu, on part et il me dit « Ah, je sais pas, qu'est-ce que je fais ?» Enfin, il me dit pas comme ça « Qu'est-ce que je fais ?» parce qu'il sait très bien ce qu'il a à faire, mais on sent qu'il est très emprunté, parce qu'elle l'intimide. Le soir, il me dit « Écoute, il avait un pull rouge sur lui. » Il avait passé parce que le soir, il faisait un peu frais. Et il me dit, il me regarde dans les yeux, il me dit, écoute, tu vois ce pull rouge là, si demain matin je le porte sur mes épaules, c'est que l'irréparable aura eu lieu. Si je l'ai pas, c'est que bon, voilà, ça sera pour le soir, machin, ou peut-être que ce ne sera jamais. Et le lendemain matin, il avait le pull sur ses épaules, noué autour de son cou. Ce qui n'était au départ qu'un jeu pour les médias devient bel et bien la réalité. Françoise et Jacques sont désormais ensemble. Même si Jacques Dutronc a toujours besoin d'une certaine dose de liberté. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine, j'aime les filles qu'on voit dans elle, j'aime les filles des magazines. Si vous êtes comme ça, eh bien, vous téléphonez. Tombez sur ma mère d'ailleurs. Bonjour maman. Alors si mais ça fait rien si vous n'êtes pas comme ça, vous pouvez me téléphoner quand même. Ce mec, il est beau, il est jeune, il a du talent, il a un succès fou. C'est comme Mick Jagger, je veux dire, il va dans un hôtel, il y a un parterre de gonzesses qui dorment dehors. Elle le sait pas au départ. Je suppose qu'elle s'en rend compte assez vite parce qu'il se cachait pas vraiment, hein, bon. Elle vit très mal de jamais le voir. D'autant que Jacques refuse toujours de s'installer avec Françoise. Il faudra attendre 7 ans pour qu'un événement bouleverse ses habitudes de vieux garçon. Le 16 juin 1973, le petit Thomas Dutronc voit le jour à Paris. Ça change quand même beaucoup de choses. Je serais obligé d'aller fumer le cigare ailleurs, au fond à gauche, là dans la coin que vous connaissez tous. Et plus dans la même pièce, enfin... Et vous avez changé quelque chose alors à votre façon de vivre? Ah bah non. C'est-à-dire que c'est lui qui entrera dans la nôtre, surtout. On va pas tout transformer pour lui, au contraire, c'est à lui à s'habituer à notre vie, je pense. Il y a quelques années, Jacques Dutronc, vous avez inventé un piège à filles. Oui. Est-ce que vous allez transmettre ce secret à votre fille? Autrement dit, est-ce que vous allez lui apprendre? J'espère. Je voulais le vendre. Je voulais le vendre et en fait, je l'ai gardé. Je pense qu'il s'en servira. C'est pas du tout usé, je pense. Il est pas rouillé du tout et ça marchera sûrement. Et puis peut-être que je serai pas si vieux que ça à l'époque où il s'en servira. On pourra toujours s'arranger.
Ce qui est formidable, c'est que quelle que soit leur vie avant, évidemment, l'arrivée de ce môme change tout. Elle, ça devient le centre de sa vie. Et lui, je crois qu'il est extrêmement surpris d'être ému par ça. Il s'y attendait pas. Il habite toujours chez ses parents et il va vivre avec elle parce que Thomas est là. Sans ça, il aurait continué. La preuve de ce lien si fort entre Thomas et ses parents, ce sont ses archives familiales que nous allons découvrir. Ce jour-là, c'est Jacques Dutronc lui-même qui tient le caméscope. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Qu'est-ce que tu me vois là pour l'instant? Oui, je vois ton nez et tes yeux, c'est tout. La tête! Ouais, le haut, c'est tout, les cheveux. Je voudrais aller voir. Tu voudrais aller te voir? Mon père parle peu directement. Il faut deviner, c'est des non-dits, c'est énormément de pudeur, trop peut-être, mais et en même temps, on se comprend quand même énormément. Coucou. Mon père est très fier que je sois bon élève, que j'ai des bonnes notes partout et tout ça. Par contre, se vante de lui à son époque d'être un très mauvais élève, d'être le pire camp que la terre ait porté. J'ai un mode de communication complètement différent avec mes deux parents. Ma mère aborde énormément de sujets, elle est très loquace, elle est très bavarde, elle parle de plein de choses. Elle est très attentive à mes résultats, elle suit mes notes, elle suit mes carnets. C'est un mélange de tendresse et finalement d'une certaine sévérité sans vouloir. Tu m'as volé. Heureusement que je t'en prends un peu parce que... Moi? Tout ce qu'il y a à finir encore. J'en veux encore. Ma mère essayait de m'inculquer la valeur de l'argent, donc m'explique qu'un sou est un sou, c'est très important, que c'est très difficile, alors on a un code d'argent de poche. Tu trouves ça bien ce que j'ai fait? Oui. C'est une tour de contrôle avionnée. Avionnée. Et puis mon père rentre d'un déjeuner de travail et me donnait un pascal, c'est-à-dire un billet de 500 francs à l'époque, ce qui était une somme énorme. J'ai toujours eu une éducation qui est bien, parce que limite schizophrénique un peu, mais j'ai eu tout et son contraire, quoi, très contrasté. Ce n'est qu'au bout de 14 ans que Jacques Dutronc et Françoise Hardy décident de se marier finalement. À l'image de leur vie de couple atypique, la soirée qu'ils organisent pour l'occasion n'a rien de classique. Bien loin du showbiz et des journalistes, elle réunit les fidèles dans la maison corse de Françoise. Voici les images tournées par un de leurs amis. Regarde-moi, Françoise. Françoise, regarde-moi, voilà. Voilà. Pour le mariage en Corse, j'y étais pas, mais je me rappelle être arrivé en Corse 10 jours après. Il restait encore 5 gâteaux géants à la nougatine. C'est le gâteau corse traditionnel, ça se fait plus maintenant. C'est un gâteau, on en mange une bouchée, on n'a plus faim pendant 3 semaines. Il en restait des kilos. 40 ans plus tard, Françoise Hardy et Jacques Dutronc maintiennent un lien unique. Ils ne partagent plus le même toit. Françoise est à Paris. Lui s'est exilé en Corse. Pour moi, ils resteront toujours un couple, même s'ils ne vivent pas ensemble, même s'ils ne vivent plus vraiment ensemble. Parce qu'elle pense à lui tous les jours, et lui aussi. Ils ont beau me raconter des salades, ils sont quand même tous les deux en connexion, ils se parlent, font des choses pour s'épater. C'est un vrai couple. Ce qu'on peut dire, c'est que personne n'aura occupé la place qu'il a occupée dans ma vie. Enfin, s'il faut utiliser les grands mots, il aura vraiment été l'homme de ma vie. On sent qu'il y a une telle affection, de toute façon, un tel amour qui est là.
ils sont comme inséparables, entre guillemets. Parfois, pour devenir une star et le rester, il faut savoir tout donner, livrer ses secrets les plus intimes, en un mot, partager. Elle est parmi nous ce soir. Elle remplace au pied levé John Travolta. La voici, Dalida. Non, non, non. Attends. Non. Attends. Envoyez le Fenwick. On t'envoie le Fenwick. Meuble. Bon, meuble. Voilà. Excuse-nous, Yap. Meublé. Descends-la vite au Fenwick. Descendez Dalida au Fenwick. Dalida! Elle n'a fait que traverser l'époque des yéyés. Loin de s'y arrêter, elle est devenue au milieu des années 70 l'une des premières artistes françaises à se mettre au disco. Si Dalida a toujours surfé sur les époques, c'est aussi parce qu'elle ne voulait pas perdre l'amour de son public. C'est sur la scène, sous la lumière des projecteurs et devant les caméras de télévision qu'elle était peut-être la plus heureuse. Moi, je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de vivre, je vis comme si y avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Elle était faite pour chanter, elle était faite pour le public, elle était faite pour tout ça. Et elle y trouvait beaucoup de bonheur. C'était extraordinaire, le délire des foules quand elle chantait. Tout le monde l'adorait. C'est incroyable, l'amour qu'elle a pu transmettre. Elle a transmis de l'amour. Elle dit que face à son public, elle se sent unifiée, qu'elle est vraiment elle-même. Dalida, elle n'a pas été simplement la chanteuse de l'amour, mais l'amour a été son moteur. Le premier amour de Dalida, c'est Paris. Pour la ville lumière, elle quitte le pays où elle a grandi, l'Égypte. Elle n'a alors que 21 ans. À peine 2 ans après son arrivée, elle connaît le succès avec cette chanson, dans laquelle elle console un jeune amoureux. Elle est jeune, elle est charmante, elle possède une très jolie voix que vous avez découvert il y a très peu de temps grâce à son premier grand succès, Bambino. Accompagnée au piano par François Babot, Dalida. Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Bambino, c'est la chanson qui l'a fait connaître en France. En même temps, elle devenait un succès international. Et je vous laisse imaginer la fierté de ma mère, de moi, de mon frère. On avait le cœur rempli de joie et de bonheur pour elle, parce qu'on savait qu'elle avait réussi et qu'elle avait eu raison de partir. Et qu'elle a de jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. E canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Les succès s'enchaînent, Dalida parcourt le monde et se produit sur les plus grandes scènes. Mais avant cela, il y a eu les débuts, les premiers pas. Voici une séquence inconnue, un reportage jamais diffusé à la télévision. Nous sommes ce soir-là dans la ville d'Andrézieux. Et maintenant, nous allons avoir Dalida qui va venir nous voir.
Elle travaillait énormément, elle répétait chez elle sans arrêt, elle chantait pour elle, enfin pour se faire la voix, elle était tout le temps en train de travailler. Elle a pensé toute sa vie, depuis l'enfance, l'adolescence, la jeune fille, elle n'a pensé qu'à sa carrière, à réussir. Elle voulait inscrire son nom en lettres de feu. Dalida se sent chez elle sur scène, mais aussi sur les plateaux de télévision, où en direct tout est possible, surtout quand le chanteur Adamo tente de la déstabiliser. Comme tu veux. Come prima tu me donnes ta maison, mais personne ne m'en donne. Come tu me fais perdre mes paroles, je ne sais plus, je sais avec l'italienne. On va tout recommencer. Je crois que je vais la chanter toute seule. En français. Parce qu'il chante moitié-moitié. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la mia vita, ti darò. Mais vous m'avez fait tromper encore une fois. Ah, on va changer. La popularité de la chanteuse est impressionnante. À chacune de ses tournées, une foule de fans l'attend à l'aéroport, comme en 1965, à Pointe-à-Pitre. Je me rappelle que quand elle est arrivée et qu'elle est sortie sur la passerelle de l'avion, elle a été presque effrayée de voir tout ce monde qui l'attendait. Il n'existe aucun reportage télévisé de cette tournée aux Antilles. Vous allez pourtant découvrir ces images, celles de la chanteuse, filmées entre deux concerts par son chef d'orchestre, Guy Motta. C'est son épouse Sam qui les a retrouvées pour nous. Elle avait beaucoup de santé, parce qu'il faut de la santé pour changer de ville tous les jours et chanter tous les jours. Mais elle était très scrupuleuse dans sa vie. Elle ne faisait absolument aucun écart. Dans nos voyages, elle était très abordable, très simple. Elle était très heureuse, là, et épanouie. Elle était gaie, elle était dynamique. Dalida est épanouie, comme à chaque fois qu'elle rencontre un nouvel homme. Pour vivre, elle a besoin d'aimer. Richard Chanfray fait partie de ceux qui se sont installés dans sa vie avec sa personnalité originale. Leur histoire se passe très bien parce qu'elle est très amoureuse de Richard et qu'elle croit en Richard et qu'elle est prête à tout pour Richard. Comme toujours, elle est prête à tout pour ceux qui entrent dans sa vie. Pas trop vite, parce que moi... Ah, c'est froid, attention qu'il n'y ait pas de bateau, Ça n'est bien le cas. Corrigez, Oui. C'est pas facile du tout. Elle avait acheté un bateau, mais enfin, dès qu'il s'agissait de sortir du port, le brushing de Richard n'y résistait pas, donc il fallait vite rentrer. Mais elle acceptait tout, parce qu'une fois de plus, elle était bonne. Dalida va même faire participer Richard Chanfray à sa carrière.
Ensemble, ils enregistrent un titre qui fait l'objet d'une séquence assez kitsch à la télévision. Un chandelier sur un coin de table, un feu de bois, deux ombres et du vent. Un homme, une femme, heureux d'être ensemble, en écoutant Mozart doucement. Et de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Avec des mots, des Dalida choisit de tout livrer à son public. On n'ignore rien de ses passions, de ses bonheurs ou de ses drames, comme sa tentative de suicide suite à la mort d'un autre homme de sa vie. Un dernier whisky. Il s'est passé un événement dans ma vie, j'aimais quelqu'un, c'était en 1967. C'est qu'il est et difficile puis- d'avoir des secrets quand on est une vedette. Oui, il est très difficile. Vous voyez, même ici, on sait ce qui vous est arrivé finalement. Il est très difficile, mais finalement, il faut l'accepter parce que si on est arrivé là où on arrive, il y a aussi une certaine acceptation du public. Le public qui nous a acceptés. Alors il faut un peu partager cette vie. Parfois, ce n'est pas très agréable, mais il faut l'accepter. C'est Surtout comme ça. dans ces moments-là, j'imagine qu'on n'a pas très envie. On n'a pas envie, oui, beaucoup d'en parler, mais si j'en parle, c'est parce que vraiment, j'ai dépassé tout cela. C'est derrière maintenant. Oui, 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 c'est derrière. Et c'est bien. positif. Et c'est positif, c'est ça qui est très important. Pour être vraiment populaire au sens noble du terme, il faut surtout partager tout avec son public. Parce que le public, d'abord, ça lui donne l'impression de participer à la réussite. Et ensuite, de partager quelque chose en plus. Et ce n'est pas un hasard que les deux chanteuses les plus populaires de France, qui soient Piaf ou Dalida, ils ont tout partagé avec leur public, le bonheur comme le malheur. Tout, peut-être pas. Car toute sa vie, la chanteuse aura tenu secrète une histoire d'amour. Cosa mi succede stasera? Nous allons vous raconter les coulisses d'un duo devenu mythique. Ed è come la prima volta. Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei, Non vorrei parlare, cosa sei. ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, Tu sei il mio ieri, il mio oggi, proprio mai. il mio sempre. Inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai. Je me trouve à Rome, je tombe sur cette émission et sur ce générique Parole qui est déjà un succès en Italie. Dès que je l'ai entendu, je me suis dit tout de suite, ça c'est un titre pour Dalida. Et voilà, je rentre à Paris, j'en parle à Dalida, je le fais écouter à Dalida. Et j'ai dit, par contre, il y a un problème. Qui va te donner la réplique? Mais je sais, je vais appeler mon ami Alain. Du coup, qui Alain? Alain Delon. Elle l'a appelé, il avait entendu de cette chanson, elle a dit, ah, mais Dalida, tu me fais un cadeau, j'adore cette chanson, c'est avec plaisir. Dalida et Alain Delon vont enregistrer leur voix séparément. Et c'est Dalida qui commence. Son frère Orlando a retrouvé la bande sonore sur laquelle la chanteuse essaye de trouver le ton juste. La voici dévoilée pour la première fois. Bonjour. Ça va, Romain? S'il te plaît, tu peux mettre ça sur la machine, je voudrais écouter quelque chose ou faire écouter quelque chose. Il y a quelques semaines, j'ai pris l'initiative de mettre un peu de l'ordre dans toutes mes bandes. Je suis tombé sur la bande de l'enregistrement de Parole. Et donc, j'ai eu cette surprise merveilleuse d'entendre la voix qui s'exprimait Dalida pendant, avant et après l'enregistrement de Parole. Voyons, Guy. On y va? Éteignez-moi un peu la lumière. Ambiance. Ça me fait quelque chose d'écouter sa voix. Elle était en forme ce jour-là. Mais il vous faut un écho pour le début. La chanson, elle veut ça. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
rien que des mots. C'est grave, hein, la voix là. Mais c'était juste. C'est terrible, hein. Moi je crois qu'elle était grave. Ça tourne toujours, hein. Bien trop beau. C'est émouvant de la réécouter parler, chanter bien sûr, on l'entend tout le temps, chanter partout, mais de se replonger dans l'enregistrement. Ce soir-là, à cette époque-là, et écouter sa voix, c'est très touchant et ça m'émeut beaucoup. Mais c'est fini, le temps des rêves, les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Comment il est la voix là, elle est claire. Parole, parole, parole. Elle avait une habitude, Dalida, elle se mettait d'abord dans l'ambiance de la chanson, elle demandait si tout allait bien, et après, quand elle était rassurée, alors elle y allait. C'est un souvenir mythique comme la chanson. Vous croyez qu'on a tout bien? Attends, je viens écouter ça. Mamma mia. Cette prise de voix est aussitôt envoyée à Alain Delon afin qu'il puisse répéter son texte qui doit être enregistré le lendemain. Il avait demandé que ce soit le soir et il est arrivé là et il nous a tous scotchés. Il a fait simplement 2 prises, en grand professionnel qu'il est. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Une fois que chacun était satisfait de sa propre version, je leur avais demandé de la chanter une fois pour le plaisir, les 2 ensemble, puisqu'ils étaient en studio. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et il y a eu quand même une complicité qui n'était pas présente quand ils ont enregistré chacun sa voix de leur côté. Et je me rappelle que j'ai gardé beaucoup dans le montage de cette prise live, comme on dit, qu'ils avaient improvisé ensemble. 34 ans après l'enregistrement, l'acteur se souviendra de ce moment. Elle rigolait toujours sur la fin. Mais que tu es belle! Mais que tu es belle! Ça, c'est... Tu dis ça parce que c'est les paroles et la chanson. On me dit non, je le dis parce que c'est les paroles et parce que tu es belle. Voilà. Quand sort Parole, Parole, c'est un triomphe. Mais tout le monde ignore les liens profonds qui existent entre les 2 monstres sacrés. C'est l'acteur lui-même qui les révélera bien des années plus tard. Dali a commencé sa carrière, et puis moi la mienne, plus vite qu'elle. Et puis on s'est retrouvés dans les années 60, au début des années 60, à Rome. On s'est aimés à Rome. Piazza Lovatelli. Je ne sais plus ce qu'elle y faisait. Moi, j'y tournais Quelle joie de vivre avec Clément. Et puis quelques années après, on s'est retrouvés à Paris. On était très, très amis, très liés. J'allais souvent chez elle à Montmartre. On a été surpris quand il nous a annoncé qu'il avait eu une histoire d'amour avec Dalida qui s'était aimée en Italie, à Rome. Personne ne le savait, on n'était pas au courant. Parce que Dalida ne nous disait pas tout. Chacun avait son jardin secret, comme on dit. Trop occupé par le cinéma, Alain Delon ne chantera jamais Parole, Parole avec Dalida devant les caméras de télévision et encore moins sur scène. Alors, pour remplacer le comédien, en 1974, Orlando va faire appel à plusieurs personnalités de l'époque. Rien que des mots. Tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau, bien trop beau. Elle est toujours ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves, les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moment,
Je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon corps. Juste une parole, oh. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure. Celui qui faisait la première partie de Dalida à l'Olympia 10 ans plus tôt est désormais une star. En 1973, la France vit au rythme effréné de Claude François. La pendule de l'entrée s'est arrêtée ce midi, à ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti, j'ai cherché le repos, j'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, dans d'autres voix qui rassurent. Mes mots d'amour, tu te prendras au jeu des passions qu'on jure, mais tu verras d'aventure le grand amour. Oh, ça s'en va et ça revient, c'est fait le tout petit lame. Ça se chante et ça se danse, ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Durant ses 16 années de carrière, Claude François a su gérer mieux que personne son rapport au public et sa notoriété. Une nuée de filles suit chaque déplacement de Claude François. Certaines passent des jours entiers à l'attendre, des nuits à dormir sur son palier. Qui sont-elles? Ça dure depuis combien de temps? J'avais 11 ans quand j'ai commencé à le découvrir. Et puis j'en ai 20, alors ça fait 9 ans. Et ça pourrait durer encore combien de temps? Toute la vie, parce que maintenant je sais que il n'y a que lui qui compte. Et vous ne pensez pas que vous allez un jour vous marier, avoir des enfants, ou en tout cas aimer quelqu'un d'autre? Non, je me vois pas aimer quelqu'un d'autre. Je pourrais pas aimer quelqu'un d'autre. Il y a des filles qui se raccrochent à un symbole quelconque, à un artiste connu, quelque chose qui brille, ou quelque chose qui a l'air d'être toujours heureux, d'être toujours en forme et de refléter, si vous préférez, une forme de bonheur dans la société. Il ne faut pas être contre, parce que ce serait illogique. Il ne faut pas être pour, parce que sinon je me ferais piétiner. Alors, je suis entre les deux, selon mes humeurs, selon mes moments. Alors je suis plutôt gentil d'ailleurs avec elle. Loin de subir son statut d'icône, Claude François entretient le lien avec ses fans. Il se laisse approcher, suivre et autorise même certains d'entre eux à le filmer en continu. Nous avons retrouvé l'une de ses admiratrices qui a conservé précieusement des heures et des heures de films privés de son idole. Je m'appelle Nicole, je suis fan de Claude depuis mes 9 ans. Chez mes parents, dès qu'il y avait Claude à la télé, mes parents ont changé de chaîne alors. Et j'ai dit, m'en fous, quand je serai grande, j'irai le voir. Je filmais, c'était des petites cassettes à l'époque. Côté cher d'ailleurs, ça durait 3 minutes. Quand il sortait de chez lui, je filmais. Pas tous les jours parce que je travaillais, mais enfin, bien souvent. C'est ici à Paris, boulevard Exelmans, au pied de l'immeuble de Claude François, que Nicole Cotel l'attend pendant des heures. Voir l'appartement, on pouvait être 5, 10, 20, ça dépend. On le voyait, on était contente. Hein. Même si c'est que 5-10 minutes, ça y est, on était heureuse.
Et c'est ce qu'on faisait. On s'accrochait à la voiture et puis... Enfin, des fois, on ne lâchait pas la porte. On tombait par terre, mais enfin, c'est pas grave. On voulait attendre sur le palier parce qu'on voulait qu'il nous ouvre la porte pour nous parler. À plusieurs, on l'endormait sur le palier, ouais. À l'appartement, chez lui, il nous donnait des bonbons, des gâteaux, enfin à manger, des pizzas, enfin des petites conneries comme ça qui lui restaient à lui. Et comme le voisin nous mettait dehors, bah non, on est obligé de partir. Mais Claude disait, attendez qu'il s'endorme, mais je vous ouvre. On remontait. Mauricio Giuliani n'attendait pas Claude François devant chez lui, mais en Suisse où il vivait, dès que l'idole s'y produisait. Lui aussi a amassé des souvenirs, mais également des dizaines de mètres de pellicule que nous allons découvrir. J'ai demandé à mon père qu'il m'achète une caméra Super 8. Alors bon, j'avais 13 ans, je filmais au mieux possible, j'y connaissais rien à cette époque-là. Ça m'intéressait de voir comment ça se passait derrière le spectacle, la coulisse. Alors j'ai pu un petit peu filmer le personnel qui décharge les camions, qui installe le matériel sur la scène. J'ai dit, là, il va arriver là. Moi, je le quittais pas des yeux. Il était super concentré, il boit son jus de citron, il boit son whisky. Il prend une matière un peu comme de la résine, comme ça, qu'il jette sur le sol, qu'il écrase avec ses pieds pour pas glisser. Il fait 2-3 pas de gymnastique et il monte sur scène. Il y avait une magie dès qu'il apparaissait, et puis tout le long du concert, c'était juste la folie. J'allais derrière la scène, j'allais devant, je revenais derrière, je partais en coulisses, mais personne ne nous disait rien. Et là, j'étais en train de le filmer comme ça, il s'approche de la scène, il parlait un peu aux fans. Tout d'un coup, il me voit avec la caméra, il tend le bras, me montrant du doigt, il me dit « Et puis toi, je te vois là, je te vois là. » J'étais complètement en train de planer, quoi. À la fin de chaque concert, le rituel est immuable et quasi mystique pour l'idole. Il offre alors au public une partie de lui-même. Il jetait sa chemise, hein. La cravate, la chemise, les boutons de manchette, ça, il balançait tout dans la foule. Et là, ma foi, il fallait se battre si on voulait un morceau. On en venait au point. On commençait à se frapper pour que quelqu'un lâche. On tapait sur les mains, sur les bras. Non, c'était juste la folie. Et ça, j'ai jamais vu avec aucun chanteur, même avec Johnny. Ça n'a jamais été à ce point. Retour boulevard Exelmans, au pied de l'immeuble de Claude François. Une femme a vécu cette folie de l'intérieur. Elle s'appelle Katie Sina. Elle était l'une des Claudettes.
Oh là là, les souvenirs des fans qui attendaient que Claude arrive en voiture. Elles se battaient, elles étaient 5 ou 6 à vouloir sauter sur lui, l'embrasser, qui pouvait le faire en premier. Il y en a qui se cachaient derrière l'escalier et qui venaient même sonner sur l'interphone pour entrer. Ketty a accepté de revenir avec nous sur les traces de Claude François et de nous faire découvrir l'un de ses endroits préférés, la terrasse de son appartement qui surplombait la ville au 9e étage. Oh là là, qu'est-ce que ça me fait plaisir d'être là. Mon Dieu. Je suis très émue de me retrouver sur la terrasse de Claude François, 43 ans plus tard. La dernière fois que j'étais là, c'était pour la répétition de la nouvelle chorégraphie d'Alexandre et Alexandra. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie. Les chorégraphies, c'est Claude lui-même qui créait les pas, donc il fallait pas se tromper, hein. Comme Claude était perfectionniste, quand c'était la première fois qu'on faisait la choré, on était un peu anxieuse. C'était pas simple. Magnolia était très speed. C'était dans l'air du temps. Donc, plus ça allait, plus ses chorés étaient plus compliqués, il était plus exigeant. Mais elle était magnifique. Je ne peux plus rien y faire. Les costumes, mon Dieu. Plus ça allait, plus c'était très osé. Au niveau des seins, de la dentelle transparente, oh là 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 là. Oh, je me rappelle quand j'ai essayé ce costume, j'étais un peu déroutée parce que c'est pas seins nus, mais presque, on voyait à travers, quoi. Toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Si celui que je pense à elle, quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Et très vite, de toute façon, Claude, c'était fait. Vu les prix que lui coûtaient les costumes, il n'avait pas changé. Il a dessiné son modèle, c'était ça ou rien. Et finalement, on a porté et puis ça allait très bien, quoi. Claude François était très exigeant avec les autres, mais il l'était également avec lui-même. Et il veillait sur tout. La preuve, avec les rushs de ses répétitions, qui nous dévoilent une dispute entre Claudette. C'est pas plus mal que de faire ça. Si ce que tu fais toi c'est mieux, alors fais ce que tu veux. Je suis bien là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mouvement à faire et puis autre chose. Quoi, il y a un mouvement à faire? Vous m'avez dit d'abord. On l'a fait en répétition ici 2 fois. Et comment aurais-je pu te le dire, Carole? Alors comment aurais-je pu te le dire? Moi je dis rien, c'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Claude François met fin à cette explication entre ces danseuses, qui sont par ailleurs au moins d'accord sur un point. Alors nous, Claudette, on n'était pas très fans des fans.
avant même le spectacle. C'est-à-dire, elles étaient les premières à prendre les premières places. Elles étaient là tout le temps, elles étaient là tout le temps. On trouvait ça un peu bizarre qu'elle soit comme ça à suivre Claude un peu partout. Mais en même temps, c'était la vie de Claude. Lui, il aimait ça. Il entretenait ça. Direction maintenant la propriété de Dannenois. Ce moulin qu'il a fait restaurer à 1 heure de Paris et où il aimait se rendre après ses concerts. Les fans espéraient croiser le chanteur dans son havre de paix. Sans le prévenir, Nicole Cotel a réussi à capter des séquences de vie intime. Avec sa petite caméra, les voici dévoilées pour la première fois. Il se reposait surtout, c'est ça. On était là, mais enfin, il se reposait quand même. Au début, il y avait un champ. À côté, on dormait dans le champ. Après le champ, Claude l'a acheté, ils ont fait le tennis. On dormait quand même sur le tennis, on dormait toujours par là. Un jour, au tennis, je filmais, puis ça a duré longtemps, il nous regardait. Il s'est approché, on a eu peur. Il s'est approché, puis il était là. Il tendait l'oreille pour savoir si ma caméra tournait. Mais il n'a rien vu. Par contre, il y a des gens qui ont voulu filmer, il leur a dit non, il a repris la cassette. J'ai rien compris, moi, enfin. Le premier cercle des fans va même réussir à découvrir le secret le mieux gardé de Claude François. Ce secret s'appelle Marc. Voici ces images inédites. Le grand public, à l'époque, ignore que le chanteur n'a pas un, mais 2 fils. Marc, moi, je me rappelle toujours la première fois, on lui apporte des bonbons, des gâteaux que tu lui donnes, puis il me regarde, il me dit merci. Il dit, comment que tu me connais, toi? Il ne comprenait pas qu'on le connaissait. Sur les photos de famille officielles, ils sont 2 ou 3, mais jamais 4. Claude, son épouse Isabelle et leur fils, Claude François Junior. C'est pour ne pas accentuer cette image de père de famille que Claude François a donc volontairement caché l'existence de Marc, né en 1969, 1 an après son grand frère. Marc n'était pas connu, du grand public. Et je suis en photo avec lui. Moi, je sais qu'une fois, Claude m'a dit, oh là là, je me rappelle toujours. Est-ce que tu as des photos de moi sur toi? Moi, je dis oui, dans mon portefeuille. Tu montes le portefeuille, puis il feuillette. Puis il s'arrête pile poil, puis il me regarde. C'est quoi ça? C'est Coco et Marc. Bah, je dis oui. Il me regarde. Tu connais Marc? Bah, je dis oui. De toute façon, il n'y a pas que moi, je fais tout ici, on le connaît. Oh, il était pas content. Puis il a voulu la photo. Alors, je lui ai donné. Mais il me dit, tu l'auras plus. Je l'ai chez moi en double, ça va. Le lien affectif est si fort qu'aucun fan n'osera trahir le secret. C'est Claude François lui-même qui révélera l'existence de son 2e fils. 6 ans après sa naissance, il se justifiera en disant avoir voulu le protéger. Sa carrière se poursuit, ses admiratrices continuent de le suivre, et Nicole Cotel fait tourner sa petite caméra. Quand la presse lui demande d'évoquer sa vie privée, le chanteur continue de tout maîtriser. Comme en témoigne cette réponse à une interview, calibrée au mot près et enregistrée sur son dictaphone personnel. Je prends dans l'ordre, hein. Réponse au pluriel devant la ligne. Petit 1. Oui, j'aimerais être père pour la 3e fois. Je ne suis cependant pas pressé d'en avoir un 3e. Et puis pour tout dire, j'aimerais que ce soit une fille cette fois-ci. 2e réponse. J'ai dû avoir une dizaine de coups de foudre et d'états amoureux. Ne pas avoir été amoureux et ne plus avoir envie d'être amoureux à nouveau, c'est déjà la mort. Je donnerai
tout ce que je possède pour être à nouveau amoureux. Mais il avait besoin de nous, je pense. Parce que si on n'était pas là, tout de suite, il ressentait comme si on l'avait abandonné. Bah moi, quand un jour je suis pas venu pendant plusieurs jours, il m'a dit pourquoi t'es pas venu. Bah j'ai dit bah je sais pas, t'as été voir qui? Comme si j'étais voir un autre chanteur. Moi, je dirais, comme la chanson Le Mal-Aimé, j'ai besoin qu'on m'aime. Mais je pense que c'est ça, Claude. Hein. Et il avait besoin d'être aimé. Et aussi l'histoire avec ses parents, je pense qu'avec son père. Lui, il voulait être artiste et son père n'a jamais validé. Son père n'a jamais voulu. Et il est mort sans voir son fils sur scène. Enfin bref, c'était pas... Je pense pour lui, c'était pas simple. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne le comprend. Ce que j'espère et que j'attends, qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je me montrais. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque jour, j'échangerai demain la joie d'un seul amour. Mais je suis là comme avant. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Oui, je suis mal aimé. Je suis le 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 mal aimé. Hein? Merci. Qu'est-ce qu'il y a, ce monde-là? Ben, c'est Claude François qui est mort. Il est mort? Oui. C'est pas vrai. Comment on peut pas y croire? Ça peut pas être vrai, ça. Un jour ou 3 semaines avant, il m'avait dit quand je serai plus là, il ne faudra pas que tu fasses de conneries, il faut que tu continues à vivre, tout ça. Et moi, j'avais dit, méchamment, moi, j'avais dit, mais t'es pas bien, t'es cinglé. Il m'a dit, ça va bien arriver un jour. Il y avait une telle foule, tout était fermé, barricadé, la police. Puis il pleuvait, il faisait froid, on était trempés, on était sous la flotte. Rentrez, je vous en supplie. On va l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Je vous en supplie. Laissez-nous rentrer. Ça a été la folie, la bousculade, l'horreur, comme dans les concerts, comme quand il arrivait sur scène. C'était l'enfer. Les barrières bougeaient, elles allaient presque voler, mais enfin. On n'est pas rentré à l'église parce qu'on n'avait pas le droit, mais on a vu sortir. Dingue. Il pleuvait des cordes. Le convoi funéraire est arrivé. Il s'est arrêté de pleuvoir.
et il y a eu un rayon de soleil. Incroyable. Toi, tu es à l'autre bout de cette vie, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles, j'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit. De lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau. Il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Le lundi au soleil, on pourrait le passer à s'aimer. Le lundi au soleil, on serait mieux dans l'odeur des foins. On aimerait mieux cueillir le raisin, ou simplement ne rien faire. Le lundi au soleil, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau. Il doit faire beau sur les routes. Ces archives que nous avons réveillées nous ont montré nos idoles comme nous ne les avions peut-être jamais vues. Des images intimes, fortes, émouvantes, qui nous ont permis de découvrir comment les uns et les autres ont tenté d'apprivoiser cette industrie naissante, celle du show business. Nous allons continuer de partir à la recherche de ces images rares, de ces rushs, de ces extraits sonores inédits, afin de nous approcher une nouvelle fois au plus près de ce lien magique qui nous lie à ces personnalités.